être jeune aujourd'hui, alors je pense que, je suis désolé, mais je n'ai pas pu participer comme j'en avais l'intention à la journée d'hier, mais je pense que vous avez déjà largement débattu de la situation des jeunes et que cette situation est de plus en plus difficile. Et même si pour tous les observateurs, inquiétante, tant les difficultés auxquelles est confrontée cette jeunesse sont importantes. Avec sous-titre, on vient d'y revenir, Sois jeune et tais-toi. On a cité le livre de Sacquet, des images qui sont toujours impressionnantes. J'ai repris un bon connaisseur de la jeunesse, de l'histoire de la jeunesse et des politiques de la jeunesse, Olivier Galland, titré au lendemain, en début d'année, un article sur Emmanuel Macron et la jeunesse, un tournant autoritaire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était au lendemain d'une conférence de presse où il avait été particulièrement martial, qu'il avait rappelé sa volonté d'un service national universel, c'est-à-dire obligatoire. J'y reviendrai. C'est aussi le tournant pris avec le contrat d'engagement républicain qui fait peser sur les associations, qui fragilise quelque part les associations dans leurs engagements. Et ton martial, c'est aussi ce jour-là, dans sa conférence de presse, il avait évoqué la question de l'uniforme obligatoire à l'école. Donc on voit bien, on est dans une logique d'encadrement de la jeunesse et un discours extrêmement volontaire sur cette question. Évolution des politiques publiques. Il faut savoir, et ça je pense que c'est extrêmement important, que dans notre pays, finalement, même si le temps coule, mais les politiques de jeunesse n'ont été mis comme politique publique, n'ont été mis à l'agenda politique que relativement, historiquement en tous les cas, de façon récente. Puisque c'est seulement avec la Ve République qu'il y a véritablement mise en place d'une politique de jeunesse. Il faut savoir qu'avant, et c'est l'héritage aussi de l'histoire, puisque c'est un choix délibéré et qui pèse énormément encore aujourd'hui dans les dynamiques des politiques publiques de jeunesse, le gouvernement de Front Populaire avait décidé que la jeunesse ne pouvait pas être une question de politique d'État, puisqu'elle est en réaction contre ce qui se passait dans un certain nombre de pays autoritaires ou fascistes, où on était sur des politiques d'encadrement de la jeunesse. Et justement, à la base de cette décision du Front Populaire de ne pas mettre en œuvre une politique de jeunesse et en quelque part de concéder les politiques de jeunesse au mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, fait qu'on a une situation tout à fait originale, puisque jusqu'à la Ve République, de fait, c'est les mouvements d'éducation populaire qui se voient concéder les politiques de jeunesse. Le deuxième élément, c'est... politique de jeunesse. Première partie, je reviendrai sur ce j'appellerai les présupposés, les héritages des politiques de jeunesse. Ensuite, très vite, je vais essayer, mais je ne vais pas y arriver, très vite sur les 20 dernières années, et derrière ces 20 dernières années, quelles sont les logiques de fond qui sont à l'œuvre. Alors, politique de jeunesse, il y a deux préalables. D'abord, il faut qu'on reconnaisse une jeunesse, qu'on reconnaisse la jeunesse comme groupe spécifique. On sait que, aussi historiquement, ce n'est pas seulement les politiques de jeunesse qui viennent tardivement, mais c'est aussi la reconnaissance de la jeunesse comme un groupe spécifique. Le mot jeunesse n'est développé dans son sens moderne, au sens moderne du terme. Avant, il y avait bien les sociétés de jeunesse, notamment en milieu rural. C'est seulement au début du XXe siècle qu'on prend en compte véritablement une catégorie, la catégorie jeunesse. D'où ce qui explique effectivement aussi la lente et le retard des politiques de jeunesse. Sur le deuxième élément, c'est une politique récente, c'est une politique qui est... J'interviendrai essentiellement sur les politiques de jeunesse au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire les politiques de jeunesse telles qu'elles sont mises au niveau de l'État en place par
le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'ailleurs, si je dis que les politiques publiques de jeunesse ne démarrent qu'en 1959, le Premier ministre, c'est seulement la première fois qu'il y a un ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est à la veille de mai 68. C'est en 66. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est relativement et même extrêmement tardif pour les raisons que j'ai évoquées. C'est aussi des politiques éclatées thématiquement, puisque aujourd'hui elles sont largement transversales. C'est pas seulement l'affaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est aussi l'affaire du ministère du Travail, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Justice et du ministère, et de plus en plus du ministère de l'Intérieur, et évidemment de l'éducation nationale et des armées. Je pense qu'on l'a oublié. Pourtant, c'est l'un des opérateurs les plus anciens. S'il y a des politiques publiques de jeunesse, l'une des plus anciennes institutions qui prend en charge les jeunes, c'est bien l'armée à travers la conscription. Donc, présupposé. Alors, de jeunesse, il faiblit pas mon micro là, si? C'est pas de ma faute, hein. Il faut le tenir très près, c'est ça? Bon, alors donc, oui, j'avais dégagé, mais ça renvoie en partie à l'histoire, aux modèles, les modèles des idéotypes, même pour prendre la formule de Max Weber. Il y a les politiques première forme de politique, la plus primitive, peut-être entre guillemets, mais c'est la famille, hein. Et pendant longtemps, on a considéré que le seul acteur légitime dans le champ de la jeunesse, c'était les familles, et que même devait être le monopole des familles. La jeunesse, dans ce cas-là, bon, ça renvoie à une représentation de la jeunesse, elle est exclue de la sphère politique, mais ceci dit, elle marque encore profondément les politiques, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs de politique publique qui renvoient à cette exclusion ou se renvoient à la famille. Par exemple, l'importance des caisses d'allocation familiale dans le financement des activités de temps libre. C'est le principal opérateur financier, un opérateur extrêmement important. C'est pour le RSA qui est toujours, qui a 25 ans, hein, ça veut dire qu'on considère que jusqu'à 25 ans, eh bien, un jeune est de fait dépendant ou sous la dépendance ou le contrôle de sa famille. C'est aussi la même chose pour les missions, quelque part, les missions locales sont une institution spécifique destinée aux jeunes et séparée de la politique régulière de l'emploi, puisque c'est un dispositif spécifique pour les 16-25 ans, dont on parle d'ailleurs régulièrement de la remise en cause. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de contrôle, c'est-à-dire encadrement politique comme encadrement de la jeunesse, contrôle de la jeunesse, qui renvoie à une représentation de la jeunesse, c'est plus enfant d'eux ou fils d'eux, mais c'est un jeune, il est à surveiller, à encadrer et voire à punir. La jeunesse, c'est un présupposé très largement partagé. C'est par essence quelque chose qui est dangereux et qui risque d'échapper au contrôle social. Les politiques familialistes et de contrôle social restent encore très, très présentes. Et on voit même des retours. Je pense que peut-être le nouveau gouvernement Barnier risque de nous réserver dans ce champ-là des surprises, c'est-à-dire le retour à ces idéotypes de famille et sécurité comme la pierre angulaire d'une politique de jeunesse et la finalité d'une politique de jeunesse. Ensuite, on a un troisième référentiel, c'est l'insertion économique et sociale. Hein.
les jeunes saisis par les dispositifs d'insertion économique et sociale, qui là sont beaucoup plus récents, puisque c'est quelque chose qui apparaît dans les années 70 et même plutôt 80. Les jeunes, c'est un problème d'abord. Hein. C'est un problème. Et s'il y a des problèmes, c'est lié essentiellement à des déficits personnels. C'est-à-dire qu'on évacue la dimension sociale des problèmes auxquels peuvent être confrontés les jeunes. Ils sont en échec scolaire, ils sont inadaptés au marché du travail. C'est la logique des politiques d'insertion. Et ils ne sont pas pris en compte dans un cadre politique et socio-politique. On a bien vu, je pense que ça a été largement évoqué, cette question, dans les interventions présentes. Et ensuite, au-delà il y a un quatrième modèle, c'est évidemment le modèle scolaire. Hein, c'est l'idée que tout doit être envoyé à l'école. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une nouvelle question qui surgit, c'est à l'école de le traiter, c'est-à-dire que la reconnaissance ou l'exclusivité pour l'école des politiques éducatives, c'est-à-dire qui renvoie là à la délégitimation et qui délégitime effectivement profondément les acteurs hors de l'école, les acteurs de l'éducation non formelle et qui n'encouragent pas du tout à la prise en compte des acquis de toutes les activités éducatives informelles. Je pense que là, c'est un point aveugle, un point extrêmement important. Bon, on a vu quelques progrès sur l'éducation partagée entre formel et informel, des dispositifs qui vont dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça a été discuté, mais c'est un élément tout à fait important. Ensuite, on a vu, ça c'est plutôt dans les années 80... Oui, j'ai plus que 5 minutes. Ben alors je vais arrêter là. Comme ça, je serai, puisque là c'est déjà 20 minutes. Un quart d'heure. Oui, moi je veux pas, je vais donner les titres de chapitres. Où les jeunes sont reconnus, et c'est essentiellement par les collectivités territoriales, qui ont impulsé comme facteur de développement local. Et en particulier, bon, il faut, dans les régions en crise, il faut savoir garder extrêmement puissant du développement et de la compte des jeunes. C'est d'ailleurs rencontres auxquelles j'ai participé pendant très longtemps, très activement, les rencontres de Vichy, où c'était souvent des départements qui ont porté ce projet, des départements ruraux, où à majorité, où il y avait encore une importance du rural, et qui étaient absolument de survie de jeunesse. On l'a peu appliqué, ce modèle, d'ailleurs, où ça a été moins prégnant dans les grands quartiers d'habitat social, dans les grands quartiers populaires, mais il y a certaines collectivités qui, effectivement, se sont emparées de ce référentiel aussi comme un élément de la jeunesse, comme un potentiel de développement, un atout, une richesse pour la ville, la commune, le département, la région. Et enfin, on a le dernier modèle, c'est celui émancipateur, si on veut, c'est-à-dire de la prise en jeu du jeune comme non pas comme un sujet, mais comme un citoyen, c'est-à-dire de plein exercice, et dont on reconnaît acteur de la ville, acteur des politiques. C'est quelque chose c'est un référentiel qui a monté, mais toujours beaucoup de mal à s'imposer comme la règle. Mais par exemple, il y a de grandes collectivités, en particulier les grandes villes, qui sont sur des modèles de ce type-là. Bon, évidemment, et après ça creuse aussi des inégalités. Les moyens matériels dont dispose une collectivité introduisent des différenciations importantes quant à la prise en compte de ce modèle. Ensuite, alors comme il ne me reste plus que 5 minutes, je vous donne sur la question... oui, ben alors non, je n'ai pas fini, alors je vais finir juste cette partie. C'est aussi une question de champ, le champ de la politique jeunesse. Donc il y a la transversalité, interministérialité, qui est un élément très important. D'ailleurs, on voit que l'une des premières décisions, et ce n'est pas du tout un hasard, du nouveau ministre, ça a été de regrouper, de fusionner deux organes important, disons, dans l'élaboration des politiques de jeunesse, c'est-à-dire le DGEPVA, le directeur de la jeunesse et de la vie associative, et le délégué interministériel, qui va être maintenant la même personne
incarné par Thibault de Saint-Pol, qui est l'ancien directeur d'ailleurs de l'INJEP, qui en fait va être le véritable ministre de la jeunesse, hein, dans la mesure où Averroès s'intéresse surtout au sport et qui s'est distingué par sa soif d'obtenir ce ministère, puisque depuis 2020, on discute d'Averroès comme potentiel ministre de la jeunesse et des sports. Il faut le savoir. Et finalement d'ailleurs, il était républicain. Il est sorti des Républicains pour se rallier au camp macroniste il y a un an, ce qui lui a automatiquement ouvert les portes de ce ministère. C'est peut-être de la politique politicienne, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait important. Ensuite, il y a le deuxième question, c'est celui de la territorialisation des politiques de jeunesse. C'est aujourd'hui le transfert massif de politique de l'État vers les collectivités, la responsabilité des politiques de la collectivité, avec d'ailleurs la désignation, je sais plus, ça fait une dizaine d'années, de la région comme chef de file des politiques de jeunesse. Donc, normalement, la mise en œuvre aujourd'hui des politiques de jeunesse, pas la conception, mais au moins la mise en œuvre, ce sont les régions. Alors là, on voit aussi fragilisation extrême des politiques de jeunesse avec les mesures d'économie qu'on demande aux régions, aux départements et aux communes. Et puis aussi ça... Bon, alors là, il y a un représentant, je ne sais pas, c'est pas un représentant, il y a un inspecteur de la jeunesse et c'est extrêmement important puisque ce changement, ce transfert massif vers les collectivités territoriales modifie considérablement les conditions de travail des directions départementales, des directions régionales de jeunesse et sport, étant, c'est en tous les cas les échos que j'ai, mais je ne sais pas si c'est partagé, à délégitimer l'intervention des services, c'est-à-dire à rendre plus difficile le travail sur le terrain des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui sont des représentants de l'État. Donc dans le partenariat, et c'est le troisième élément, les politiques de jeunesse sont des politiques partenariales avec... incarné aujourd'hui, et alors là aussi c'est intéressant puisque c'est la première mesure ou la deuxième mesure du nouveau ministre, c'est la nomination d'un nouveau président du Conseil d'orientation de la jeunesse, qui est l'organe de dialogue civil sur les politiques de jeunesse. C'est un organe qui a été mis en place en fin de mandat sous Hollande et qui est un outil important quand même dans l'élaboration. C'est le pendant quelque part. Oui, j'ai fini. C'est bien. J'ai fini ma première partie du Haut Comité à la vie associative. C'est-à-dire, là, c'est spécifiquement, on dégage la jeunesse, ce qui était un vrai progrès, puisque habituellement, la jeunesse était prise dans le grand paquet de la vie associative en termes de dialogue civil. Et on a eu, et puis deux institutions qui jouent, mais là, qui sont les représentants organisés de cette société civile engagée dans le champ de la jeunesse. C'est le mouvement associatif et le CNAGEP. CNAGEP pour les mouvements d'éducation populaire, mouvements associatifs de façon beaucoup plus large, qui sont des organes importants, et en particulier pour le mouvement associatif, j'étais engagé dans cette opération sur le contrat d'engagement réciproque entre État, collectivité et mouvement, qui reste quand même très en filigrane par rapport à alors qu'il pourrait être au centre des politiques. Donc c'est tout ce que je dirais pour ce matin. Vous avez manqué les chapitres suivants, c'est-à-dire sur le développement des politiques de jeunesse. Si on veut, pour aller très vite, ça s'efface peu à peu, c'est-à-dire l'importance. Même on le voit au niveau des élections, c'était un sujet encore très important lors de l'élection de Sarkozy et lors de l'élection de Hollande. Hollande d'ailleurs a engagé quelques réformes, mais même aussi en fin de mandat, notamment à travers le Haut Commissariat de Martin Hirsch, des mesures importantes ont été prises en matière qui restent structurantes en matière de politique de jeunesse. Mais avec l'élection de Macron, la
question de la jeunesse est passée un peu sous le tapis. D'ailleurs, il y a eu une valse des ministres assez importante comme ceux de l'éducation nationale, avec cette illusion d'optique. On a un président jeune, donc il y a une politique de jeunesse. Quant à l'avenir, c'est un peu trop tôt pour ce... voilà. Et oui, sur les logiques... Non, juste un mot, il y a encore 2 minutes. Non, voilà. Si j'ai vu, c'est marqué, là, il m'a mis 2 minutes. Il n'a pas prévu 0 minute. Alors, oui, sur des logiques, aujourd'hui, tous ces dispositifs sont... Aujourd'hui, le grand mot, c'est l'engagement, et c'est l'engagement sur catalogue qui sont proposés par le service civique, par le service, quelque part sur le service national universel, et c'est réduit à consommation d'engagement dans lequel, et je pense que c'est ça le point, le talon d'Achille, disons, de ces politiques, c'est que les jeunes ne sont jamais considérés comme acteurs de l'engagement, de leur projet, du projet dans lequel ils vont s'engager. Ils doivent s'engager sur quelque chose qui a été conçu à l'extérieur par l'État ou par les collectivités. Je pense que ça, c'est un défaut, une faiblesse très, très grande. Et que s'il y a quelque chose à faire, c'est effectivement à transformer cette situation pour que le collectif, les collectifs jeunes engagés, soient des collectifs jeunes engagés aussi dans la construction de leurs projets. Alors des fois ça marche dans des petites associations, ça dépend du type d'association, de la culture des associations. Quand c'est des collectivités, quand c'est l'État, souvent la part est tout à fait minime des jeunes dans l'élaboration ou leur participation à l'élaboration du projet dans lequel ils s'engagent. Oui, et c'est aussi quelque part une réduction. Oui, ils sont sujets, comment dire, d'une politique marchande de plus en plus. C'est-à-dire, à l'horizon se pointe un 7e idéal type qui serait celui des politiques marchandes de la jeunesse, pris en charge par des opérateurs privés, comme on le voit, et c'est l'évolution aujourd'hui, aussi bien pour le service public de l'éducation que pour le service public de la santé, par exemple. C'est-à-dire la privatisation. Par exemple, dans l'enseignement supérieur, il y a des choses tout à fait spectaculaires qui se passent. Et je pense que c'est une question que l'on doit se poser. Ce n'est pas seulement une politique autoritaire, c'est une politique qui n'est plus conçue en termes de service public, et service public construit aussi et développé et conçu avec les jeunes. Voilà.